et si les récentistes avaient raison. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Je sais pas si vous connaissez cette théorie, elle est incroyable. Mais en gros, selon les récentistes, l'histoire telle que nous la connaissons est fausse. Et elle ne commencerait en fait que à la fin du Moyen-Âge, début Renaissance, il me semble. Et qu'en gros, il y a plein de trucs qui n'ont pas existé et tout. Et franchement, rien que regarder YouTube récentisme, le nombre de trucs qu'il y a, c'est impressionnant. C'est quoi ça? Attendez, hein. Oh là! Il ne vous est sans doute jamais venu à l'esprit de douter de l'histoire que vous avez apprise à l'école. Pour l'immense majorité d'entre nous, cette histoire est bien connue des spécialistes. Alors, a priori, pourquoi en douter? Eh bien peut-être parce que, contrairement à ce que l'on pense, de nombreuses zones d'ombre persistent encore dans notre passé, particulièrement en ce qui concerne notre lointaine histoire. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils mettent des images de l'île de Pâques, alors qu'il y a eu des tas et des tas et des tas d'expérimentations qui ont montré comment les gars avaient fait pour ériger l'île de Pâques. Donc, on sait. Malgré le nombre de spécialistes engagés dans la recherche historique, la plupart des mystères issus de l'Antiquité restent encore aujourd'hui. Notamment les fameuses pyramides. Comme l'a bien prouvé Squeezie, nous n'avons aucune preuve de la construction, comment les Égyptiens ont construit les pyramides. Ça. Et je tenais à faire cette vidéo parce que tous les gens qui ne valident pas les théories validées en masse par beaucoup d'égyptologues passent pour des fous, pour des illuminés. Et en fait, ça montre juste que quand on n'est pas d'accord avec la théorie principale, on passe pour un fou, mais quand cette théorie n'a pas été prouvée, je vois pas en quoi tout ça c'est de la folie. En fait, on peut tout imaginer et c'est ça que je trouve passionnant avec cette théorie là. Et c'est pas pour moi de la théorie du complot, c'est de la théorie tout court. Comment furent érigées les gigantesques pyramides des Égyptiens? On se pose la question. D'où provenait la science des Grecs qui leur permit de découvrir la spéricité de la Terre? Mais c'est vrai que c'est quand même fou. Des gens qui arrivent à étudier et observer des trucs. Incroyable ça quand même. En fait, le récentisme pour moi c'est une théorie qui se base sur le fait que nos ancêtres étaient cons. Une solution à tous ces mystères est résolue. Et si finalement, au lieu de faire des expérimentations, d'étudier des écrits et des images et d'essayer de comprendre un petit peu nos lointains ancêtres, comment savoir et comment ils fonctionnaient et quelles ressources ils avaient à leur disposition, si on se faisait pas chier et qu'on créait une théorie à la con qui disait que tout ça finalement n'avait jamais existé. Voilà, c'est littéralement ça le récentisme. C'est pourquoi s'emmerder à être historien et archéologue finalement. Parce que de toute façon, tout ça n'a pas existé. Habile. Il y a vraiment des gens qui y croient, oui, il y a vraiment des gens qui croient au récentisme, c'est une vraie théorie complotiste, hein. C'est un vrai truc. Clairement, quand j'ai su ça, j'ai l'impression d'ouvrir une porte sur un autre univers. Le récentisme, c'est incroyable. L'hypothèse récentiste repose sur un unique postulat, très simple. C'est bien le problème, ça repose sur un unique mec, une théorie, celui de Fomenko, voilà. C'est lui qui a lancé le truc. C'est toujours pareil, c'est toujours basé sur un mec. Je tiens quand même à préciser que Anatoly Timofeyevitch Fomenko est certes un docteur et professeur, mais en géométrie différentielle, et il est aussi dessinateur dans un style mathématico-surréaliste. Voilà. Le rapport, quel est le rapport? L'idée que la chronologie conventionnelle qui sert de toile de fond à toute notre histoire ne soit pas le reflet de la vérité. Notre histoire connue serait... Voilà. Donc là, on a effectivement plusieurs milliers d'années qui ont disparu. Ah, on s'emmerde, hein. Ah, clairement, désolé les historiens, il y a plus rien, il reste plus rien, Michel, là. Qu'est-ce que... T'as tout effacé. Ah bah super. Ah bah la bonne ambiance. Leurs vestiges sont anciens. Mais de combien de temps? Bah oui, finalement, qui nous prouve que ça a été construit il y a 4000 ans? C'est des cailloux. Des cailloux! Ça m'énerve! Ça l'énerve, le caillou? Comment vous datez des cailloux?
On peut pas dater des cailloux, tout simplement. Pour l'histoire conventionnelle, ces Gaulois très anciens avaient disparu avec l'invasion romaine orchestrée par le célèbre Jules César en moins 52. Non. Déjà non, c'est absolument pas ça qui s'est passé. Ça c'est la version de l'histoire nationale du 19e siècle ça. Déjà les Gaulois n'ont pas miraculeusement disparu du jour au lendemain avec l'apparition de Jules César, c'est faux. Et les Gaulois ne sont pas miraculeusement devenus romains avec Jules César non plus. Déjà les Gaulois, c'est un terme de merde. Dans les Gaules, il y avait plein de tribus déjà, plein de tribus, plein de peuples gaulois. Il y en avait par exemple côté sud de la France, où ils étaient plus côté romain, d'autres non. Mais déjà à l'époque, il y avait des Gaulois qui étaient pro-romains, et ça s'est pas passé du jour au lendemain, genre il y avait César, ah bah... Ça a pris des décennies, des années avant que ça puisse être vraiment romanisé. On a 6 minutes 28, voilà. J'en peux déjà plus. Suite à la... Comme l'indique son titre, il s'agit d'une représentation de Gallia, autrement dit de la Gaule, disparue conventionnellement vers l'an 500. Pourquoi, au début du XVIIe siècle, la carte d'un territoire censé s'appeler France depuis plus de 1000 ans était-il encore appelé Gaule? On pourrait naturellement imaginer qu'il s'agit là d'une carte historique décrivant la lointaine époque gallo-romaine, ce qui justifierait son titre. Et en effet, Ou alors tout simplement un mec qui a fait une carte des Gaules, parce qu'à l'époque, la cartographie, surtout au début du XVIIe siècle, c'était un peu les débuts. Et chacun avait, je pense, sa manière de faire. Genre, mec, tu justifies le fait qu'il y a un mec qui a fait une carte où il a marqué la Gaule en 1608, en mode, ça veut dire que, en fait, Vercingétorix, ça a jamais existé. Mais pardon, quoi. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Exactement ça. En fait, c'est que des cartes de la même époque, de la même période. Donc lui, il estime que du coup, ça a apparu à cette période-là, alors que juste, peut-être que c'était une manière de faire à cette époque-là. En 1629, cette carte nous montre la transition vers la première carte intitulée France, datée seulement de 1633. Waouh! Waouh! On a changé notre manière de faire! C'est fou! Surtout la cartographie, putain, ça a tellement évolué. Juste, c'est une question d'évolution, de code, de... Voilà, c'est tout. On s'en fout. Ah, les Romains. Ah, chic, des Romains. Selon la chronologie conventionnelle, la cité romaine fut créée en moins 753. Non. Déjà, la création de Rome, c'est 2 bébés qui sucent une louve. Ok, première chose. Je sais même pas si cette date, elle est officielle. Bah, c'est pas compliqué. Wikipédia, la page Histoire de Rome, voilà. L'histoire de la ville de Rome est ancienne et complexe, hein, voilà. Ensuite, implantation, donc premières implantations dans la zone du Latium à l'âge du fer, donc de 1400 avant Jésus-Christ, 800 avant Jésus-Christ, hein, donc nous sommes sur une période assez large. Quant à la fondation de la ville, eh bien, la fondation de Rome est légendaire, puisqu'elle est attribuée à Romulus, descendant d'Énée, qui aurait été élevé par une louve avec son frère Rémus. La tradition populaire généralement admise, et reprise aussi par Varron, eh bien, veut qu'elle ait été fondée par Romulus le 1er avril 753 avant Jésus-Christ. Déterminer la date exacte de la naissance de Rome n'a jamais été une tâche facile pour les historiographes. D'un point de vue scientifique, on admet que Rome est née de l'association de tribus de la région et de la région des villages qui occupaient le sommet des collines vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous avez votre réponse. C'est pas officiel, même si on a fait quelques recherches, on sait que c'est situé à ce moment-là. Voilà, c'est tout. On a des preuves. Merci, bonsoir. La plupart des vestiges qui ont subsisté de cette civilisation remontent au 1er siècle de notre ère. C'est-à-dire qu'au bas mot, les arcs de triomphe, le Panthéon ou le Colisée dateraient de 2000 ans. Simple question de bon sens. Ne les trouvez-vous pas remarquablement conservés pour une telle ancienneté? Putain, il a osé. Eh, franchement, c'est encore debout après 2000 ans. C'est quand même vachement étonnant. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. C'est vrai qu'on ne compte pas... J'aime bien comment ils comptent les monuments qui ont été conservés, mais par contre, ils comptent pas le nombre de monuments qui ont été détruits en 2000 ans. Il y a un nombre incalculable de monuments antiques qui ont été détruits, mais un nombre, des cités entières qui ont été détruites avec le Moyen-Âge. Et le gars, il a retenu quelques bâtiments connus, là, en disant « Eh, c'est encore debout après 2000 ans. » C'est faux. Tu t'es pas dit, gars, que peut-être que les gens, ils les ont gardés, soit parce que c'était utile, soit parce qu'ils aimaient bien, c'était chouette, soit parce que, bah, chance pour ce monument, il est resté debout, comme plein d'autres monuments qui ont été gardés à travers l'histoire. Quand tu vois le nombre de trucs qu'ont construit les Romains et ce qu'on a gardé au final, on en a gardé une infime partie.
Il y a tellement de choses qui ont disparu que c'est les archéologues, n'est-ce pas, qui ont un vrai métier, qui retrouvent les vestiges. Et oui, il y avait des trucs antiques qui ont été gardés parce que ça tenait très bien debout, parce que les mecs à l'époque savaient construire des trucs, et que par exemple les aqueducs, on va pas forcément les détruire parce que c'est pratique. Les théâtres, on va pas forcément les détruire parce que c'est pratique. Un vestige datant de l'Antiquité, penserez-vous immédiatement? Eh bien, détrompez-vous. Il s'agit de l'aqueduc de Maintenon, un édifice jamais achevé. En comparaison, observez le pont du Gard, érigé en 50 d'après la chronologie conventionnelle, et laissé soi-disant à l'abandon après la chute de l'Empire romain. N'y a-t-il pas quelque chose qui cloche? Ta logique. C'est que tu comptes absolument pas le fait que ça a pu être reconstruit, le fait que ce n'est pas la même zone géographique, le fait que ça n'a pas été construit de la même manière. Rebonjour la Nora du montage, juste pour vous dire que j'ai pas remarqué un truc pendant mon live et ça me fait mourir de rire puisque ça prouve à quel point le gars est un génie. Il a littéralement dit que le pont aqueduc de Maintenon n'a jamais été achevé. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais été utilisé. Donc ça veut dire qu'il a été abandonné. Même plus besoin d'argumenter en fait, le mec se contredit tout seul, c'est merveilleux. De deux ouvrages délaissés censés être séparés de 1500 ans, le mieux conservé est le plus ancien. Sinon, gars, je peux aussi te trouver des exemples d'aqueducs romains qui n'ont pas du tout la même conservation que le pont du Gard, qui est le pont antique que tout le monde connaît en France. Juste, c'est le plus connu. Waouh! Un aqueduc romain qui n'est pas bien conservé. Waouh! Un autre aqueduc romain qui n'a pas été conservé. Waouh! C'est fou! C'est incroyable. Oh! Dès le XVIe siècle, l'architecture ayant attiré l'attention bénéficiait de restaurations régulières. C'est étonnant. Le plus célèbre des sites archéologiques romains pourrait bien nous en apporter la preuve. Pompéi. Qui ne connaît pas les célèbres sites des cités englouties de Pompéi? Je rêve et d'aller à Herculaneum. Pompéi, les gars. J'aimerais Témoignages vraiment y aller incomparables avant de que la ça civilisation redevienne antique sous le romaine, Vésuve. ces villes furent C'est un de mes ensevelies objectifs. sous des mètres de J'espère un sédiments jour y aller. volcaniques lors de la Je terrible suis éruption passionnée du par Vésuve en Pompéi. l'an Donc 79 il a de intérêt la à pas dire chronologie des conneries, parce conventionnelle. que j'adore Pompéi. Une interrogation légitime devrait alors émerger. De quand date réellement la fameuse éruption qui avait enseveli les cités de Pompéi et d'Herculanum? De l'an 79, comme on nous l'explique, ou d'une époque infiniment plus proche de nous? Mais alors, explique-moi, mon petit gars, pourquoi l'art, l'architecture, tout ce qu'on retrouve à Pompéi est totalement différent de tout ce qu'on a au XVIIe siècle. Comment tu expliques qu'on retrouve des à Pompéi, d'accord? On va se le dire. Au XVIIe siècle, on n'a pas de dans les arts d'accord? C'est pas interdit. Église, tout ça. Se pourrait-il que ce soit justement cette éruption de 1631 qui nous soit en fait décrite en l'an 79? Voici un matériau d'une modernité sidérante découvert à Pompéi. Putain, j'adore le mec, il a une preuve, un bout de caillou, une carte, toujours. Des fenêtres en verre. Est-il raisonnable d'imaginer que les Romains antiques possédaient déjà cette technologie du XVIIe siècle? Oui, pourquoi pas? Ils savaient bien faire des cruches en verre, des trucs en verre, pourquoi pas ça? La grande majorité des fenêtres romaines n'étaient pas vitrées. En ce qui concerne véritable verre à plat à vitre, les premiers exemples archéologiquement datés remontent au début de l'époque augustéenne, mais l'usage courant ne semble s'en répandre que dans les années 60 après Jésus. Donc ils disent que c'est difficilement conservé, et oh surprise, on en a retrouvé à Pompéi, dis donc. Comme à peu près tout ce qu'on a là-bas qui est rarement conservé. Genre le pain, les latrines. Donc si, ils savaient faire des vitres, ils savaient faire des fenêtres. Balèze les Romains quand même, hein. Balèze. Voyez ces outils chirurgicaux déterrés à Vérifions Pompéi. ce propos qui ne Faits vérifie de pas métal, lui-même. ils Bah ont oui. remarquablement résisté au temps. Voici à présent ceux qui étaient en usage au XVIIe siècle. Étonnamment ressemblant, non? Le gars, il croit quoi? Que les gens, ils vont changer de format d'un truc qui marche très bien juste pour le plaisir? Puis après, c'est pareil, c'est similaire, mais il y a sûrement des différences. Par les matériaux utilisés, la forme des outils doivent pas être exactement les mêmes. Voici l'incroyable maîtrise dont avaient fait preuve les artistes pompéens au 1er siècle. Outre les couleurs, remarquablement préservées, ce qu'il faut Je commande observer même ici, plus, hein. c'est l'utilisation très maîtrisée de la perspective. Le problème, c'est que si l'on en croit l'histoire de l'art, cette technique ne fut introduite timidement qu'au XIVe siècle par Giotto. Autrement dit, s'ils étaient réellement antiques, les géniaux artistes de Pompéi auraient inventé la perspective 15 siècles avant eux-mêmes. Bon, perspective. Non mais, les philosophes persans et arabes reprirent les travaux des philosophes et géomètres grecs, dont la traduction en latin au XIIIe siècle, puis en italien 14e, jouant un rôle important dans la réflexion des patriciens de la renaissance de la perspective. Donc, c'est-à-dire que
Il y a eu des travaux sur le sujet en Rome antique, il y a des artistes qui s'en sont inspirés, d'où le fait qu'on ait de la perspective à Pompéi, ça veut dire que les lignes de fuite, tout ça, on connaissait. Que ça a été repris par les gens du Moyen-Orient, mais pas forcément en Europe. Mais que comme au Moyen-Orient ils se sont renseignés, ça a été traduit en italien et ça a inspiré les gens de la Renaissance. Et paf, c'est réapparu fin Moyen-Âge, début Renaissance. Waouh. Voilà. Voilà. Observez à présent cette fresque découverte à Pompéi datant soi-disant de l'an 79. La ressemblance n'est-elle pas frappante? Et je suis en train de me dire, est-ce que tout simplement, bah tiens, 2e siècle après Jésus-Christ, qui nous dit qu'il n'est pas allé voir une petite sculpture Raphaël et que ça l'a inspiré? Peut-être que c'était une représentation connue des Trois Grâces à cette époque, qu'il l'a vue ailleurs qu'à Pompéi, il l'a vu parce que chez l'Antiquité, il y avait des représentations comme ça, qu'il a croisé, paf, ça l'a inspiré. Bon, bah finalement, c'est Marc Pelzer qui, dans son commentaire, m'a évoqué notamment la représentation des 3 charités grecques et de la cathédrale de Sienne. Donc, je fais mes petites recherches parce que Wikipédia, effectivement, les charités grecques, ça a l'air d'être quand même plutôt ressemblant, vu qu'on retrouve l'image de notre bon vieux chronologie 2.0. Effectivement, c'est une représentation qui a été attribuée aux 3 grâces de Raphaël. Mais en me renseignant un petit peu sur les 3 grâces de Raphaël, je me suis rendu compte qu'effectivement on parlait des charités grecques et Erwin Panofsky, un historien de l'art, parlait également des Hespérides et parlait aussi d'une représentation qui a été faite dans la cathédrale de Sienne pour Scipion de Borghese. Et ça tombe bien puisque, comme disait Marc Pelzer dans son commentaire, Raphaël y a travaillé, donc il y aurait vu effectivement une sculpture antique là-bas. Voilà, l'explication est faite, c'est tout. Pouvez-vous imaginer les répercussions d'une telle conclusion? Si ce qu'on nous décrit des Romains antiques correspondait bien au XVIIe siècle, quid des autres civilisations anciennes? Au chômage, au chôme dû. Qu'adviendrait-il par exemple? En fait, nous ne possédons aucun original manuscrit de l'époque antique grecque. Et ceci, probablement pour une excellente raison. Selon l'hypothèse récentiste, ils n'auraient jamais existé. Ces textes dateraient tout simplement de l'époque de leur première parution imprimée, de la Renaissance. Ouais, enfin là... Aujourd'hui, nous allons voir comment échapper au désespoir. Là, c'est trop facile. Enfin, je veux dire, si c'est les mecs du XVIe siècle qui ont inventé tous les textes antiques... L'Égypte antique, qu'on qualifie d'éternelle de par son ancienneté 5 fois millénaire, pourrait-elle, elle aussi, être affreusement mal datée? Ce serait un choc pour tous les passionnés de cette civilisation emblématique. Un choc pour tout le monde. Mais hein. Objectivement, après les Gaulois, les Romains et les Grecs, il n'y a certainement Oh aucune bah raison... oui, finalement. Hein. Après les Gaulois, les Romains et les Grecs, pourquoi pas les Égyptiens? Allez, c'est y part les gars. Hein, au point où on en est. Autant qu'à être perdu, hein, joue la carte du tout pour le tout. À la vue de cet exceptionnel niveau scientifique, architectural ou artistique, dont attestent les vestiges des anciens Égyptiens, Mais, mon petit gars, tu t'es pas dit que c'est parce que la civilisation égyptienne avait duré plus de milliers d'années? Nous, notre civilisation européenne, elle date de quoi? De combien de temps à peu près? Allez, à la louche, 2000 ans. Eux, ça a duré des milliers d'années. Donc là, on est à peu près 3120 ans de durée. Regardez déjà tout ce qu'on a fait en 2000 ans. Vous imaginez les Égyptiens en 3000 ans? Une analyse en profondeur fut menée sur le corps au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Elle mènera les botanistes à une déconcertante découverte, ainsi résumée par une éminente égyptologue française, Christiane Desroches Noblecourt. Les embaumeurs avaient utilisé un fin hachis de feuilles de Nicotina L, mais qui pose un problème car ce végétal était inconnu en Égypte, semble-t-il. Semble-t-il. Détail important dans la phrase. Pourquoi elle dit semble-t-il, la dame? Peut-être parce qu'elle se dit ça prouverait du coup qu'ils savaient que la nicotine ça existait? On apprend des choses, on remet en cause des trucs qu'on avait dit. Incroyable, incroyable. Le tabac est endémique d'Amérique, un continent découvert en 1492. Toujours le même problème, l'Amérique a été découverte avant Christophe Colomb. Et je veux dire, encore une fois, on ne sait pas tout, du tout, de la civilisation égyptienne. Alors, parce qu'on n'a pas tout conservé, on n'a pas tout gardé, on ne sait pas tout d'eux. Qu'il y ait de la nicotine dans Ramsès II, je pense que les archéologues se sont pas dit « Mais dis donc, c'est anachronique, ça veut dire que Ramsès II date de plus récemment. » Non, ils ont dû se dire « Putain, ça veut dire qu'ils connaissaient la nicotine en fait, les gars. » On a une preuve qu'ils connaissaient la nicotine, trop bien. Et qu'ils l'utilisaient pour momifier leur corps. C'est génial. Ça s'appelle être un chercheur et un archéologue. En 1992, une scientifique allemande, Svetlana Bonobanova, confirma que la momie de Ramsès II n'était pas un cas isolé. Elle trouva à nouveau des traces de tabac dans d'autres momies, datées, elles, des alentours de -1000. Elle y détecta en outre une autre substance beaucoup plus stupéfiante, de la cocaïne. Or, la chose est bien connue, la mastication de la coca est une pratique typique de l'Amérique du Sud. Et pour cause... Bah merde, alors ils ont deux plantes qui viennent du même endroit. Peut-être que finalement ils avaient des échanges avec cet endroit.
La théorie récentiste, tu sens à quel point c'est européano-centré, parce que t'as l'impression que l'Amérique du Sud, il y a que nous qui l'avons découverte. C'est faux. Pourquoi l'Égypte n'aurait peut-être pas découvert l'Amérique du Sud, en fait? C'est pas si loin de chez eux. Et vu comment ils étaient forts en navigation, le protocole technique ayant abouti à ces résultats ne semble pouvoir être mis en cause, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. 1. Une plante autochtone riche en nicotine. De fausses momies. Cependant, il n'y a aucune ambiguïté sur l'authenticité des momies de Ramsès II ou de la Grande Épouse. Bon. Contamination du tabagisme ambiant. Et surtout, des contacts entre les civilisations amérindiennes et l'Égypte antique. Bref, on sait pas, mais il y a plusieurs théories. Donc, casse pas les couilles. C'est drôle et triste à la fois, quoi. Pourquoi s'emmerder finalement à faire des études, à se renseigner, à construire des preuves solides pour étayer tout ce qu'on dit si finalement il y a des gens qui disent que de toute façon tout ça on s'en fout et que si finalement tout ça n'avait pas existé ça serait plus simple. C'était tellement incroyable tout ce qu'on a entendu là, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Faut vraiment qu'on fasse un effort de pédagogie, de renseignement auprès des gens quoi. Renseignez-vous, apprenez à être critique dès que vous voyez ce genre d'informations. Regardez sur internet, ça nous a pris 2 minutes, on est allé voir sur Wikipédia à chaque fois. Ça nous a suffi pour trouver des infos. Je pense que c'est tellement absurde comme théorie qu'il faut vraiment plonger là-dedans quoi. C'est tellement ouf comme truc, mais des fois c'est plus c'est gros plus ça passe. Il y a déjà tellement de monde qui croit en la Terre plate. C'est des gens restent dangereux en fait. Restent dangereux parce qu'ils démontent des années, des décennies de recherche. Un travail au quotidien de plein de gens qui essaient de renseigner, qui essaient d'informer, qui essaient de comprendre nos ancêtres. Et je trouve ça très grave, vraiment. Comment un mec, un putain de Russe là, qui fait de la géométrie, il a sorti des bouquins là-dessus et il y a des gens qui ont adhéré. Je trouve ça incroyable. Ce bouquin, il aurait dû passer à la trappe en fait, il aurait jamais dû être écouté. Mais une fois la remise en question par des complots d'histoire, il commence à remettre en question tout le reste. Mais c'est ça en fait, à partir du moment où t'as cette théorie, bah tout fonctionne en fait. C'est la théorie trop facile, c'est l'argument d'autorité. C'est à partir du moment où tu remets tout en cause, bah tout est remis en cause. Quand des preuves, c'est des trucs que t'as déjà démontés, bah trop facile. Mais écoutez les gars, ça m'a épuisax. Je suis fatiguée, j'ai qu'une envie là, c'est de dormir, prendre une douche et de faire dodo. Vraiment, cette vidéo m'a achevée.